Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à la troisième chronique de l'année de Paperman. Je vous rappelle le concept de la chronique. C'est une chronique qui se fait en direct du Cégep de l'Apocatière à la bibliothèque François Hertel, la bibliothèque où je travaille. Alors, tous les livres dont je vais vous parler, que ce soit roman ou bien BD ou documentaire, sont des livres qui sont disponibles ici à la bibliothèque ou seront disponibles très bientôt. Et vous pouvez en tout temps, les gens qui viennent de la région, venir les emprunter ou les consulter. La chronique est en direct, donc il n'y aura pas d'effets spéciaux, il n'y aura pas de flafla qui va apparaître, il n'y aura pas d'image non plus, ce n'est que moi et vous. Et je vais également répondre à vos salutations, à vos commentaires et vos suggestions en direct comme à mon habitude. Alors aujourd'hui, petite chronique tranquille. J'ai décidé seulement de vous présenter des nouveautés BD que nous avons reçues cette semaine. Et d'ailleurs, on les a reçues hier, alors j'ai même pas eu le temps de les voir encore. Alors, je vais vraiment les voir avec vous et les commenter avec vous. Et puis, je vais également revenir à la fin sur Richard Corben qui a gagné le Grand Prix le Grand Prix à Angoulême, qui est le plus grand prix là, au niveau de la BD pour le monde de la BD. Alors, je vais en discuter un peu avec vous à la fin pour dire mon appréciation de ce prix que je trouve extraordinaire pour M. Corben, qui est malheureusement trop méconnu. Alors, qu'avons-nous reçu comme BD à la bibliothèque? Et je vous le dis, là, je n'ai pas eu le temps du tout de les voir. Alors, je viens juste de recevoir. Alors, on va regarder tout ça ensemble. C'est magnifique, c'est le fun. Vous allez être privilégiés. On aime tous les chats. Qui n'aime pas les chats? Alors, une petite BD qui s'appelle Crapule, juste ici. Alors, Crapule est un petit chat noir, maigre, aux yeux jaunes et globuleux. Dans son appartement vit aussi une jeune humaine célibataire et sidatine. Ensemble, ils vont vivre de merveilleux moments insignifiants. Il n'y a rien qui fait plus vendre que les chats ou les animaux. On se mentira pas dans les vidéos et tout ça. Ça pogne beaucoup. Alors, Crapule, c'est une jolie BD, dessinée vraiment très simplement. On peut le voir ici, là, un dessin vraiment minimaliste, très cartoon, hein. Des petites aventures vraiment très, très rapides, 4 cases, pas plus que ça, et qui va vraiment nous parler de la vie quotidienne de quelqu'un qui vit avec un chat. Alors, toutes les personnes qui vivent avec des chats vont comprendre le pourquoi de cette BD et surtout la justesse des textes de cette BD. C'est drôle, c'est simple, c'est relax, c'est drôle, mais la BD sert aussi à ça quelquefois. Hein. La littérature sert à ça également. La littérature sert à nous apprendre plein de choses, mais aussi c'est un moyen très ludique de nous amuser. Alors, une petite BD de Jean-Luc Desglin. Ici, c'est aux éditions Dupuis. Alors, tout petit, qui s'appelle Crapule. Alors, ça vient tout juste d'arriver. Alors, j'ai bien hâte de lire ça. En fait, je l'ai feuilleté. Puis, il y a beaucoup de ces petites anecdotes-là qui me sont arrivées avec mes chats. Alors, j'ai trouvé ça très, très, très drôle. Je continue. Tout le monde connaît la série Walking Dead qui passe à IMC, qui est rendue à la 7e saison. Alors, elle a été renouvelée pour une 8e et une 9e. En tout cas, il y a un paquet. Sauf que la plupart des gens savent aussi que c'est tiré d'une BD. Dans le fond, c'est des petits fascicules qui paraissent. Je pense qu'ils sont rendus à 140 ou 150, alors que ça n'arrête pas de sortir. Et puis, nous, on les a, c'est Kevin qui les écrit. Nous, on les achète en paperback, comme ça, en anglais, parce qu'à l'origine, c'est dans l'anglais noir et blanc. Alors, juste ici, là, en noir et blanc. Alors, on est rendu au tome 13. Je pense qu'on est pratiquement à jour. On doit être rendu au tome 14. Et à l'intérieur de ça, on a plusieurs fascicules, là. Je veux dire, on a des numéros, là, je ne pourrais pas vous dire jusqu'à quand. C'est quoi les numéros, parce qu'il y a quand même énormément de numéros. Mais je ne sais pas, peut-être une dizaine de numéros par fascicule. Alors, on continue notre collection de Walking Dead, très différent de la série télé, parce qu'il y a des personnages qui n'existent pas dans la série télé. Et vice-versa. Il y a des personnages qui ont été créés directement pour la série télé, entre autres le personnage de... et je me souviens plus de son nom. Daryl, merci. Daryl n'existe pas dans la BD et dans la série, c'est un personnage quand même principal, mais les personnages communs comme Rick, comme Carl, tout ça sont à l'intérieur de tout ça. C'est beaucoup plus hard la BD que la série télé. C'est beaucoup plus développé. Bien entendu qu'on peut développer beaucoup plus
une histoire quand on a la possibilité de l'étirer sur le temps. Alors, il y a mon ami Luc qui me dit salut. Alors, salut mon ami Luc. Je vous l'ai dit, là, moi, quand on me pose des questions, comme on salue, je suis toujours disponible pour ça. Alors, salutations, commentaires, questions en direct. C'est tout à contact, action-réaction. Alors, une belle BD. Je vous mentirais si je vous disais que je les ai tous lus. Ce n'est pas le cas. D'ailleurs, c'est une des rares séries de télé que je ne connaissais pas le contenu original avant de l'écouter. Alors, j'ai commencé à écouter Walking Dead à la télé sans avoir lu les BD. Donc, je n'avais aucune connaissance de la BD. Pourquoi? Je ne sais pas, parce que j'avais pas eu le temps, parce que j'avais pas d'intérêt, pas réellement. J'avais de l'intérêt, mais j'avais tellement de trucs à lire. C'est en anglais aussi, alors l'anglais, ça se perd. Hein. On le lit, mais quand on le pratique pas, on le perd un peu. Alors, très belle BD. Walking Dead. On continue. 9, 10, 11, 12, 13 BD en anglais. C'est pas des BD qui sont excessivement dispendieuses pour la qualité des volumes qu'on a. C'est quand même des super belles BD, puis on parle de 30 $, la BD. Alors, c'est vraiment pas très dispendieux. C'est des BD quand même d'une bonne, un bon 100 pages et plus. Là. Avec des sketchbooks à la fin, là, alors c'est vraiment le fun. C'est une très belle BD, puis c'est Image Comics qui fait ça. Alors oui, le Image Comics qu'on connaît dans notre jeune temps. Alors, Walking Dead, toujours très, très bon à lire en BD. Kirkman est quand même quelqu'un qui a révolutionné le petit côté zombie. Là. Il l'a amené, zombie, de toute façon, ça n'a jamais appelé un zombie, là. Il l'a vraiment amené à un autre niveau. Là. Tant au niveau de la télévision qu'au niveau de Walking Dead. En fait, Walking Dead, c'est pas vraiment les zombies. Hein. La mort qui marche à l'intérieur de la série de Kidman, c'est nous autres les humains. Hein. Je veux dire, quand on a compris que la série tourne autour de l'humain, puis qu'on comprend que le pire ennemi de l'humanité, ce n'est pas les zombies, mais c'est bien nous-mêmes. Bref, on comprend tout le concept. Alors, pour les gens qui attendent d'avoir une série hack and slash, oui, il y en a, mais c'est beaucoup plus développé, beaucoup plus humain, beaucoup plus centré sur la survie de l'humanité que quand dans le tas avec une scie mécanique puis un 12 à pompe, là. Non. C'est pas. Vous allez être excessivement déçu si c'est ce que vous cherchez dans Walking Dead, tant au niveau de la BD qu'au niveau de la série. Ce n'est pas ça. Alors, Walking Dead, je reviens. Parfait. Luc, il me dit, wow, oui, c'est des belles BD. Vraiment, là. Très, très, très belles BD en anglais. Je sais qu'ils se font en français également. Ça a été traduit en français. Habituellement, j'achète toujours des BD en français pour la bibliothèque, mais comme on a quand même, il faut quand même avoir un contenu anglophone, j'ai quand même les grands classiques de la BD en anglais. Puis Walking Dead, j'ai décidé de l'acheter seulement qu'en français parce que c'était relié avec la série. D'ailleurs, la série qu'on a, je crois qu'elle est seulement en anglais aussi. Puis on l'utilise beaucoup là, pour faire de l'immersion en anglais parce que c'est quand même là, bien écrit. Alors, je pourrais la racheter en français. C'est pas dit que je le ferai pas. Je sais qu'ils sont un peu plus chers en français, mais je verrai. Mais pour l'instant, je les garde en anglais. Les gens qui écoutent mes vidéos, il n'y en a pas des tonnes, mais c'est pas grave, ça me dérange pas. Je vous l'ai dit, moi je fais ça parce que j'aime ça, puis je fais ça parce que je parle avec vous. Savent qu'en 2017, j'ai plus connu la scénariste Valérie Madjen. Je ne sais pas si je la prononce bien, c'est Madjen ou Madjen, je ne sais pas. C'est difficile parce que j'ai hâte d'y parler. J'essaye à un moment donné de l'avoir en entrevue pour mon podcast. Je trouve que c'est une scénariste qui est extraordinaire. C'est une scénariste qui se spécialise au niveau de la mythologie, au niveau des dieux, au niveau de tout ce qui se groupe, qui tourne autour de tout ça. Et puis, elle flirte aussi avec la science-fiction. Et puis, science-fiction thriller, elle a même joué un peu dans l'horreur, mais c'est vraiment de la mythologie pure. D'ailleurs, son Alix Sénateur est extraordinaire. Et puis, j'avais acheté le dernier Troyen. Et là, j'ai acheté pour la bibliothèque l'intégrale du Fléau des dieux. Alors, le Fléau des dieux qui est quand même une référence au niveau de la science-fiction en BD. Alors, c'est aux éditions Quadrant. Ça, c'est l'ancienne maison d'édition Quadrant qui était la maison d'édition qui avait été créée par Denis Bajram et Valérie, je pense qu'elle était là-dedans aussi. En tout cas, bref, maintenant, je ne sais plus si elle existe encore. Je ne suis pas un spécialiste des maisons d'édition. Faudrait que je fasse des recherches. Je suis pas non plus, je suis pas libraire. Je ne suis qu'un simple technicien en documentation. Alors ça, c'est les chroniques de l'Antiquité galactique. Alors on prend vraiment la mythologie, comme elle avait fait avec le dernier Troyen, puis on la met dans un contexte plus futuriste.
Alors, je vais mettre mes lunettes parce que j'ai toujours l'air plus intelligent. Il y a Stéphane qui me dit « Walking Dead est publié en français chez Delco ». Merci Stéphane. Je me souvenais plus de la maison d'édition. Je sais qu'ils sont un petit peu plus chers que chez Image, mais c'est l'avantage d'être en français. Puis je pense qu'ils sont très bien traduits parce qu'habituellement, Delco fait de très bon job au niveau de la traduction. Alors, ce n'est pas dit à un moment donné que je les achèterai pas pour la bibliothèque en français. Je verrai. Alors, quatrième de couverture. Hein, la quatrième de couverture, première de couverture, quatrième de couverture. Le Fléau des dieux, l'intégrale de la série culte de science-fiction. Alors oui, parce que c'est une série qui est quand même excessivement culte. Petit coucou de la France. J'espère que tout va bien en Outre-Atlantique. Ça, c'est mon ami Merdi. J'ai le Merdi, bonjour. Oui, tout va bien ici, mais il fait fret en geritol. Comme on dirait en bon québécois, on se gèle les burnes. C'est pas super comme hiver, mon cher ami. T'es beaucoup mieux l'autre côté. Reste-y, puis viens nous voir l'été. C'est pas mal plus fun, à moins que tu fasses des sports d'hiver. Alors, depuis 1000 ans, l'Empire romain galactique est en paix. Soudain, une terrible nouvelle éclate. Les barbares Huns ont pillé une planète provinciale. L'empereur réunit aussitôt ses légions, mais le destin est contre lui. Il meurt avant même le début de la guerre. Rome doit céder. Elle accepte de livrer 12 jeunes patriciens pour qu'ils soient sacrifiés à Kenka, la déesse du chaos atterrée par les Huns. Au milieu des cris de joie des guerriers, les jeunes gens sont égorgés sur l'autel du Grand Temple. Mais un miracle se produit. Kerka est de retour. Libre adaptation de l'affrontement du roi Hun Attila et du général romain Flavius Aetius, le Fléau des dieux rejoue à sa dimension galactique l'éternelle lutte entre l'ordre et le chaos. Alors, c'est la spécialité de Madame Valérie Madjen, c'est de prendre vraiment des parties de l'histoire comme on la connaît, surtout mythologique au niveau de la romain, elle a fait beaucoup de Grèce, Rome et tout ça, et de l'adapter pour en faire une nouvelle histoire, puis paf, la mettre dans un contexte futuriste. C'est magnifique, j'adore ça. C'est extraordinaire. Les dessins de couleurs sont d'Alex Kadjik, c'est vraiment superbe. Je vais essayer de vous présenter une page. Ma caméra est pas super bonne, je vous le dis, mais j'adore les dessins, j'adore les couleurs. Je trouve ça magnifique et je ne l'ai pas lu. Je viens juste de le recevoir, alors vous pouvez savoir que je vais me prendre quelques semaines à lire. Hein? J'aime ce genre de cadrage-là où on ne voit pas le cadrage, où on rajoute vraiment à toute la force de la planche avec ce noir en arrière, pas de cadrage, puis on rajoute à toute l'émotion du dessin et de l'histoire. C'est sublime, bien entendu. Un travail de moine a été fait encore une fois au niveau du scénario. Alors, très, très belle BD. Et s'il y a des gens qui se demandent comment ça peut coûter une telle intégrale, on parle ici de 117 $. Et on vous rappelle que toutes les BD sont à l'intérieur de ça. Alors, c'est énormément avantageux pour les bibliothèques d'acheter des intégraux, des intégrales comme ça. Mais ça a un effet néfaste quand on prête l'intégrale, on prête toute la série à quelqu'un. Donc, c'est vrai qu'on peut perdre un petit peu de prêt au niveau des statistiques. Mais avant tout, c'est beaucoup plus une économie pour nous. Regardez la page couverture, c'est magnifique. Le vert avec les épées, tout ça, moi je trouve ça super. Très, très belle BD. Très belle BD que j'ai reçue hier. Alors, toutes les BD qu'on les a reçues, là, j'ai même pas eu le temps de les regarder. Cléna Fayard, je vous l'avais dit, ils ont fait l'histoire, une très, très, très belle collection où on a des historiens qui se joignent avec des scénaristes et des dessinateurs pour prendre des personnages importants de l'histoire et les mettre en BD. On avait eu Luther, Jeanne d'Arc, César, Robespierre, Clémenceau, Lénine, on a eu aussi Kennedy. Et là, on tombe sur l'empereur Meiji, juste ici. Alors, c'est fait par Mariole Boff et Carré. Juste ici. Alors, une très belle collection pour les gens qui aiment des BD historiques. Alors, à l'intérieur de ça, on a vraiment des personnages. Tout est historique à l'intérieur de ça. Il n'y a aucune partie de fiction. Et puis, à la fin, ce que j'adore de ces BD-là, c'est qu'on a vraiment le cahier au niveau des historiens. Alors, ils nous ont fait l'histoire. Dans le fond, c'est vraiment le cahier, je sais pas où on voit ici, là, qui va vraiment nous expliquer comment les historiens sont allés chercher des informations et des informations très factuelles sur l'époque où ce que le personnage vivait. Alors, c'est sublime, c'est très pédagogique, c'est toujours dessiné de main de maître.
dessiné en couleur, c'est toujours très, très beau. Et puis, c'est une collection que toutes les bibliothèques devraient avoir parce qu'on joue vraiment sur toute l'histoire, toutes les places, tous les pays, toutes les époques. Et puis, je pense que ça va être une collection qui ils ont vraiment beaucoup de stock là, pour les années à venir. Là. Alors, je vais quand même lire la 4e de couverture, puisque j'ai toujours l'air plus intelligent avec mes lunettes. Meijin, qui signifie littéralement gouvernement éclairé, est à la fois le nom de l'ère qui voit le Japon basculer dans la modernité et de celui qui l'a incarné. À partir de 1868, une période de réforme radicale va se cristalliser autour du jeune Mochito, empereur Meijin porté au pouvoir par un coup d'État et qui doit mener son pays dans l'aventure d'un changement de civilisation. Étant peine une génération, les dirigeants réformateurs qui gouvernent en son nom vont bouleverser en profondeur la société japonaise et hisser cet archipel au rang des grandes puissances de la planète. Je vous rappelle que c'est historique, très bien écrit, très bien dessiné, très pédagogique, merveilleuse BD, merveilleuse collection. Merci à Glénat Pafayard de faire ça. Moi, je les ai tous lus, tous les personnages qui ont ça, puis j'ai appris beaucoup. Il y a des personnages comme Clémenceau qu'on connaît de nom, mais on n'a jamais poussé à chercher, pas à chercher, mais à connaître toute son histoire. C'est ça la grande force d'une bibliothèque, la grande force d'un libraire, c'est que il va aller t'amener à aller plus loin de ce que tu sais. On a toujours des choses qu'on sait, les choses qu'on sait, mais en surface, puis il y a des choses qu'on n'a aucune idée qu'on connaît ou qu'on connaît pas. Alors, nous, on est là pour ça, pour aller au-delà des connaissances des gens. Alors, cette série-là, ça permet de faire ça. Ça, c'est un classique peu connu, j'imagine. Alors, j'espère qu'il y a quelqu'un ici qui va me dire, non, t'es dans le champ, tout le monde connaît ça. J'ai commandé l'intégrale tome 1, tome 2. Je n'ai pas encore reçu l'intégrale tome 1. C'est un vieux truc quand même. Vieux, pas si vieux ça quand même. Là. Je vais aller voir quand même. Ça fait 8 fois que je dis quand même. C'est super, pas super le fun. Truc dans les années 2000, mais au début des années 90. C'est du médiéval fantastique. C'est de la fantasy. La fantasy vraiment sublime. Et je parle bien entendu de Korn. Ça, c'est l'intégrale numéro 2. Alors, ça, c'est le tome 6 à 10. Alors, Gorn, qui est un chevalier qui va revenir d'entre les morts en fantôme pour essayer de se venger. C'est quand même quelque chose qui est assez connu aux éditions Vent d'Ouest. C'est des dessins vraiment sublimes que moi, j'aime beaucoup. Juste ici, je vais essayer de montrer la photo là, comme quoi. Là. Et ça, c'est vraiment de la fantasy pure. Hein? C'est vraiment quand on parle de fantasy, là, c'est vraiment chevalier, dragon, magie. Je veux dire, c'est vraiment de la pure fantasy. C'est un classique, un grand classique qui est apparu dans les années 90, dans les années 2000. Ça fait longtemps que je voulais l'avoir. C'est pas facile à avoir parce que ça commence à être épuisé un peu partout, mais les intégrales sont encore disponibles. Je vous montre la page ici, là, pour vous montrer un peu les dessins. Là. Hein, c'est merveilleux. Hein, je veux dire, il n'y a pas grand-chose là qui... quand on parle là, de fantasy, là, de dessin fantastique, là, ça, là, c'est sublime. Et là, on a un beau démon ici, là, pour les gens qui aiment les démons. Là. Regardez-moi ça, comment c'est beau. Hein? Encore une fois, on joue avec les cases, on joue avec les planches, on sort un peu de l'ordinaire. C'est vraiment une très, très belle série. C'est pas jeune, c'est des trucs qui sont un peu plus vieux, ça tombe bien, je suis vieux. C'est Dibus et Orgé qui ont fait ça. Alors, Korn, même la mort ne pourra nous séparer, je reviendrai. Alors ça, j'ai hâte de relire ça. Ça, j'ai lu ça quand j'étais très, très, très jeune. Les années 90, là, j'avais à peine 18 ans. C'est des trucs que j'ai lus... Et puis, c'est ça. C'est comme revenir à la base. C'est comme la légende des contrées oubliées. C'est comme ces grands classiques-là qui ont comme mis les bases de la fantasy. Ben, Gorn, c'en est un. C'est peut-être moins connu, mais c'en est un. C'est quand même culte. Alors, je suis très, très heureux de pouvoir avoir ça dans la bibliothèque. Je continue donc avec une BD qui était dans mon top 17. Mon top 2017 dans mon top 10. J'en avais parlé.
Je ne l'avais pas, je l'avais lu, j'avais eu la chance de le lire, mais je ne l'avais pas reçu pour la bibliothèque, qui est imbattable juste ici. Alors, le seul véritable super-héros de la bande dessinée. Cette BD-là a fait énormément parler d'elle. C'est fait par Pascal Jousselin aux éditions Dupuis, parce que l'auteur va vraiment jouer avec son personnage qui est conscient qu'il est dans une bande dessinée, et puis il va sauter de case en case, il va revenir, il va vraiment jouer avec la planche comme un jeu. C'est vraiment sublime. On prend un exemple ici, bien simple, là. Au niveau de la BD, là. Le gars en bas là, qui tire, je ne sais pas si vous voyez ici, là, qui tire dans l'autre casse en haut avec son fusil et dans l'autre casse à côté. Alors, on va vraiment jouer avec les cases, on va s'amuser. Et puis, le super-héros est en train de manger. Et puis, il voit dans la case d'en bas qu'il y a quelqu'un qui va voler. Mais il n'est pas là, là. Il est vraiment comme, il est conscient d'être dans une BD, puis il voit à l'intérieur de la BD. Alors, il va vraiment utiliser cette BD-là pour faire ses aventures. C'est pas nouveau, ça avait déjà été fait, ce genre de type-là, ce qu'on appelle le comic awareness. Mais Pascal Jousselin l'a vraiment amené à un autre niveau. C'est vraiment super drôle. Il l'a amené au niveau du super-héros parce que c'est le personnage, il y a ce pouvoir-là, donc il va l'utiliser vraiment pour aider la veuve et l'orphelin. Très bien dessiné, un beau dessin, une belle coloration. Et puis, c'est surtout très bien pensé. Le jeu des cases et tout ça, c'est vraiment sublime. Ça a été dans les tops un peu partout en 2017. Ça a été dans mon top. Vraiment une très belle BD à acheter. Si vous avez une BD à acheter, là, allez à la librairie, sautez là-dessus. C'est extraordinaire, cette BD-là. Imbattable. Chez Dupuis. On continue. Ah! Enfin, je l'ai reçu. Le tome 5 des Métabarons, la nouvelle mouture faite par Valentin Secher au dessin, qui est le nouveau, comment on pourrait dire ça, le nouveau boy de la science-fiction, et Jerry Friesen qui est au scénario, qui est quand même quelqu'un qui est assez connu, quelqu'un qui est assez classique au niveau du scénario, au niveau scénariste. C'est bien entendu une aventure de un personnage créé par Alexandro Jodorowsky et Moebius dans les Cannes, qui a eu sa série avec Jim Nice au dessin avec Jodorowsky. Et là, on a décidé récemment, pas récemment, ça fait quand même 2 ans, de reprendre ce personnage-là, de faire comme une série parallèle qui reste dans le monde, mais il n'y a pas les mêmes ramifications. C'est-à-dire qu'il y a des trucs qui changent au niveau du monde, mais ça reste quand même que c'est le même univers. Et on a donné les commandes à plusieurs dessinateurs de le faire. Valentin a fait le tome 1, le tome 2, Nico a fait le tome 3, le tome 4, et on revient avec Valentin au tome 5 et le tome 6. Je pense qu'il va en avoir un autre qui va le faire. Alors, c'est censé être en 8 tomes. C'est vraiment ça. Je dis que ça prenait énormément de courage pour reprendre un personnage classique de la science-fiction comme le Métabaron, puis le refaire, le Métabaron, parce que Jim Nice, c'est un dieu de la BD au niveau du dessin. Là. Et Jodo, c'est Jodo. Là. Jodorowsky, c'est vraiment quelqu'un qui est très connu, qui a fait beaucoup de choses, qui a créé des œuvres majeures de la science-fiction. Et de le reprendre comme ça, c'était casse-gueule, mais je pense qu'ils ont trouvé une façon de revaper le personnage principal, de lui donner un petit côté un peu plus humain. Dans le fond, toute l'histoire se base sur ça base sur le fait que le Métabaron va retrouver son humanité qui lui a été enlevée par ses ancêtres. Alors, on a vraiment un personnage qui est encore très puissant. Il va toujours rester le plus grand guerrier de l'univers, mais on le revoit plus humain. Et ça, ça lui permet de connaître des sensations qu'il n'avait jamais connues avant, entre autres l'amour. C'était très important. Alors, comme je l'ai dit aujourd'hui, les femmes ont toujours une importance capitale dans l'histoire des Métabarons. Et puis, on revient encore à l'intérieur avec ça, mais beaucoup plus développé au niveau de l'humanité. Très bien écrit, très bien dessiné. Alors, le Métabaron a été le plus redoutable guerrier que l'univers ait connu. À lui seul, il a mis l'Empire à genoux, mais des doutes l'ont assailli et il a tenté de retrouver son humanité au prix de son invincibilité, parce qu'il n'est plus invincible. Il est humain, mais il n'est plus invincible. C'est ce qui fait la force d'un humain, c'est qu'on est humain, mais on n'est pas immortel. Lui, il est immortel, mais il n'est plus invincible. Face à la destruction annoncée de son univers, il a déjà détruit son univers, mais c'est un autre univers. Alors, le Métabaron entame une quête qui pourra donner un sens nouveau à sa vie. Mais la caste des Métagardiennes se dresse sur son chemin. Elles sont sur son monde, les égales des Métabarons.
Cet album ouvre le 3e typique de la série Méta Baron. Alors, c'est bien entendu un dessin extraordinaire de Valentin Secher. Valentin qui est vraiment, il a pris la place de pratiquement numéro 1 au niveau de la science-fiction. Je suis pas capable de dire à quel point ces dessins-là me font triper. Tous les détails, toutes les petites choses qu'il met, les cadrages, les couleurs, c'est magnifique. Il n'y a pas d'autre mot. Là. Je pense que présentement, là, sur la planète, Valentin, c'est vraiment quelqu'un qui est dans le top des tops. Il prend énormément de temps à faire ses dessins. Il le fait encore à la main. Coloration, je crois, à Photoshop. Par contre, c'est pas de la couleur directe comme Marini pourrait faire, exemple, mais il en fait de la couleur directe. La plupart de ses couvertures, là, il les fait en couleur directe. On peut voir la couverture d'ailleurs, elle est magnifique. Là. Alors, c'est vraiment un digne successeur à Jimmy Nice. C'est quelqu'un qui a énormément de talent, très jeune en plus. Alors, on va l'avoir vraiment longtemps, cet dessinateur-là. Puis Jerry Friesen, ben, c'est quelqu'un qui a énormément d'expérience dans la BD. Fait qu'il continue très bien son travail de reprendre l'histoire de Jodo. Alors, aux humanoïdes associés. Est-ce qu'il y a des gens qui l'ont lu? Est-ce qu'il y a encore des gens qui m'écoutent ou je parle seul? C'est pas grave si je parle seul. J'aime ça me parler seul. Humanoïdes associés, très très belle BD. Duguay et Vio, juste ici, ça c'est tout nouveau, tout chaud. C'est québécois, chez Perrault Édition. Encore là, une fois, je viens juste de l'avoir. Alors, c'est Michel Viau qui est quand même quelqu'un d'extrêmement connu au niveau de la BD au Québec, et Ghislain Duguay, qui ici tombe dans le dessin. Alors, ça vient juste d'arriver. Alors, c'est McCuffen et Alan Smithy. Écoutez, je l'ai vu passer sur Internet. J'ai vu des extraits. J'ai dit, je peux pas faire en sorte de ne pas acheter ça pour la bibliothèque. C'est extraordinaire. Et puis, c'est québécois, c'est pure laine. Alors, pour moi, c'était super. OK. Elle, c'est McCuffen, rien que McCuffen. Lui, c'est Alan Smithy, mais ce n'est pas son vrai nom, on s'en doute. Ensemble, ils forment un duo étonnant d'agents très spéciaux œuvrant au sein de la S6, section spéciale de sécurité et des services secrets supranationaux, une organisation secrète qui veille au maintien de l'équilibre mondial. L'été 67 s'annonce radieux. Montréal est l'hôte de l'exposition universelle. 62 pays participent à cette grande manifestation fraternelle. Mais une sinistre menace plane sur la fête. Parmi les 50 millions de visiteurs qui sillonneront Expo 67 au cours de l'été, McCuffen et Alan Smithy doivent retrouver un homme porteur d'un terrible secret et empêcher que le monde ne sombre dans un chaos nucléaire. On lit la 4e de couverture, puis ça fait comme, ça nous saute dans la face. Premièrement, la page couverture nous fait, ça rentre, là, je veux dire, le dessin. On voit vraiment quel style que ça va être. On va avoir un style un peu plus James Bond, un peu plus action, dessin un peu plus caricaturé. Alors, pour moi, c'est vraiment, ça m'a sauté dans le fond. Mission Expo. Non, malheureusement, plusieurs titres que tu m'as fait découvrir. Le livre de Michel Viau, hâte de le lire. Ah oui, moi aussi, j'ai hâte de le lire. Mission Expo 67, ça parle de nous, c'est québécois. Pour moi, c'est vraiment sublime. Et là, les dessins, pour moi, c'est vraiment un style que j'aime beaucoup. Je sais que ma caméra, des fois, elle est un peu floue, là, mais j'ai hâte de lire ça. Je crois que ça va faire un gros hit ici au Québec. Puis je pense que c'est une BD qui peut très bien s'exporter. Chez Perrault BD, juste ici. Alors, Duguay, wow! Je n'ai que mot à dire. Et j'ai hâte de le lire. Là, c'est wow, Gink. Première impression pour moi, c'est wow. Page couverture, 4e de couverture, je fais comme puis je l'ai pas lu encore. Imaginez-vous quand que je vais l'avoir lu. Alors, je vais capoter. Oh, Monsieur Duguay qui me dit merci du commentaire. Merci d'être là. Puis merci d'avoir fait cette BD-là. Écoutez, c'est vraiment une très, très belle BD. J'ai excessivement hâte de la lire. Puis j'ai hâte aussi de la vendre à mes usagers de la bibliothèque. Tout me parle dans cette BD, le dessin, le scénario, la 4e de couverture, la voiture en arrière, là. Wow! Les 2 personnages principaux également, super. Alors, bien hâte de lire ça. Ça va être disponible bientôt à la bibliothèque. Perrault Édition, Mission Expo 67. On continue.
J'ai déjà parlé, il m'en reste 3, après ça je vous laisse tranquille. C'est vrai, j'ai même pas encore parlé de Richard Corben. J'ai déjà dit que Steven Grunberg qui a repris, qui a fait l'adaptation de Millennium, cette grande œuvre littéraire de Stieg Larsson était selon moi le véritable héritier littéraire de cet écrivain-là parce qu'il a réussi à prendre vraiment cette série-là, Millennium, puis de l'adapter de main de maître en BD. C'est 6 tomes magnifiques. Il y a mon ami Sébastien qui dit « Salut mon chum, continue ton bon travail. » Merci. En tout cas, je continue mon travail en espérant qu'il est bon. Et puis, j'ai dit, moi, que personnellement, c'est la plus belle adaptation littéraire que j'ai lue en BD, Millennium. Puis, écoute, c'est difficile d'adapter ça en BD, là, de reprendre ces 3 magnifiques romans-là, puis de les mettre autant, de les condenser, puis de ressortir vraiment tout le principal, puis de nous garrocher en BD. Ça a été fait de main de maître, et on lui a donné le mandat de continuer les aventures de Lisbeth Salander et de Michael Bonvis en BD avec Millennium Saga. Alors, si vous avez quelque chose à lire en continuité avec Millennium, ne lisez pas Millennium 4, ne lisez pas Millennium 5, s'il vous plaît. C'est des très bons romans policiers, mais ce n'est pas du Millennium. On ne retrouve pas l'ambiance de Larsson, on ne retrouve pas la force des personnages de Larsson. Lisbeth Salander, elle est dans ces 2 romans-là, mais elle n'est pas là. Elle est là que physiquement, mais elle n'est pas là mentalement. Par contre, dans Millennium Saga, juste ici, qui est la suite officielle et inédite qui a été écrite par Grunberg, elle est là. Elle est là physiquement et elle est là mentalement et psychologiquement. C'est sublime. Millennium Saga, je l'ai dit, Grunberg, c'est vraiment le gars qui a repris le mieux Larsson. Il a compris ce que Larsson voulait écrire, il a compris le style de Larsson. Il nous le met en BD de façon extraordinaire. Bien entendu, les dessins d'Ortega sont sublimes. La page couverture, là, c'est comme... on peut pas avoir mieux que ça. Là. Je veux dire, c'est extraordinaire. Et là, on continue vraiment l'aventure de Lisbeth, de Michael Blomkvist et de Millennium. Moi, je suis emballé. C'est une série de 3 juste ici. Et je vais lire la 4e de couverture. Alors, Lisbeth Salander et ses amis de Hacker Republic sont sur le point de réaliser le casque digital du siècle. S'infiltrer dans la gigantesque data center des services de renseignement suédois et relever de lourds secrets qu'il contient. Mais pour ce faire, il leur faudra d'abord affronter Sparta, un mystérieux groupe aux méthodes brutales, prêt à tout pour mettre en premier la main sur ces informations. De son côté, Michael Blomkvist enquête sur Sten Windhoff, le leader d'un parti d'extrême droite suédois aux portes du pouvoir sur fond de crise de réfugiés. Le journaliste tente de faire éclater au grand jour son passé violent, lié à des groupes néo-nazis. Une investigation qui pourrait mettre en péril sa sécurité, comme celle de la rédaction du journal Millennium, comme si c'était la première fois que Michael Blomkvist était en péril. Pour nos 2 héros, les enjeux sont cruciaux et les risques majeurs. Plus que jamais, ils auront besoin l'un de l'autre pour que triomphe enfin la vérité. Écoutez, selon moi, ça va devenir une série culte, sans l'ombre d'un doute, Millennium Saga. Déjà que l'adaptation de Millennium était déjà excellente. Ici, on donne carte blanche à Grunberg et on voit vraiment qu'il nous a pondu une histoire très actuelle, encore une fois, et j'ai rien d'autre à dire. Je veux dire, pour moi, là, c'est du bonbon. Le dessin, nom de Dieu, là, je capote. Moi, je veux dire, je trouve que c'est un dessin qui reprend très bien tous les traits physiques des personnages de Larsson. Alors, tome 1, tome 2, tome 3 s'en vient bientôt. Alors, ça, c'est comme si j'étais un peu en direct et je faisais des effets spéciaux avec mes BD. Alors ça, j'ai très hâte de lire ça. J'ai commencé à lire le tome 1 et j'ai bien sûr dévoré tout ce qui était de Millennium. Alors, très, très heureux d'avoir ça à la bibliothèque. Et on continue l'héritage de Larsson qui nous a quittés malheureusement beaucoup trop vite. Et on n'aura pas la chance de relire du Stieg Larsson qui était, selon moi, un excellent auteur. Il y a quelqu'un qui trouve ça drôle. Si vous trouvez ça drôle que je dis que Stieg Larsson est un excellent auteur, probablement, moi, je l'adore. J'ai adoré ce que Millennium a fait, ce qu'il a fait avec Millennium, puis j'ai dévoré ça. D'ailleurs, la série télé, les films, tout était très bien fait. Pas la bouse avec Daniel Craig là, au niveau de David Fincher. Là, ça, on l'oublie totalement. Là, on la met de côté, là, mais vraiment l'adaptation.
télé et cinématographique, très fidèle au roman, les BD très fidèles au roman. Alors, on continue. Ça, c'est de la bombe en or. Le tome 1 était extraordinaire. On vient de revoir le tome 2. Alors, 2 femmes contre un empire, le premier cycle en 4 tomes. C'est de Xiru Holmes, le roi démon. Alors, c'est une très, très, très belle BD qui a été également dans les top 10 un peu partout. Des effets spéciaux qui sont drôles. OK, oui. Ouais, merci Sébastien. Alors ça, j'ai très, très hâte de lire ça. J'avais adoré le tome 1. J'avais adoré l'histoire de ces 2 femmes-là qui étaient vraiment comme parties sur une guerre contre l'Empire. Le dessin extraordinaire de cette BD-là, la conception, les couleurs. J'ai tout aimé dans cette BD. Et là, on a vraiment le tome 2 qui vient d'apparaître. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui l'ont lu en Europe. Moi, j'ai bien hâte de suivre l'histoire de Chi. Alors, super. Et ça, c'est chez Dargo. Tout à l'heure, j'ai pas dit c'était chez Dupuis. Hein, je le dis pas toujours, là, les maisons d'édition, parce que je suis pas non plus quelqu'un qui est là pour vendre des BD. Je suis là pour vous présenter les BD, pour vous donner le goût de les lire. S'il y a quelqu'un qui me dit « Hey, lui, je veux le lire, puis je l'ai lu, ben ma job a été faite, puis je vais pouvoir me coucher heureux et content ce soir. » Et voilà, c'est terminé. Je n'ai plus de nouveautés à vous présenter. Et puis, je terminerai en félicitant M. Richard Corben, qui est un auteur américain de comics à l'origine, qui était un peu underground, qui a travaillé énormément avec les gens de Métal Hurlant en Europe, Dionnet, je pense à Moebius, à Drulet, un dessinateur sublime qui a vraiment modifié la façon de dessiner. Il a joué avec les couleurs, avec les cadres, il a joué avec les thèmes, il a joué avec un paquet de trucs, cet homme-là. Il n'a jamais été à l'avant-plan, il a toujours été en arrière de son art. La plupart du monde ne le connaît même pas. On va dire son nom, Richard Corben, ils vont nous dire, mais c'est qui ça? Et pourtant, il a influencé pratiquement un pan au complet de la BD européenne et la BD américaine également. Je suis sûr que si je vous présenterais des dessins de lui, vous me diriez « Ah oui, je me souviens, c'est un gars qui a travaillé avec Marvel, avec DC, il a fait un paquet de trucs, il n'arrête pas, et il vient de remporter le Grand Prix d'Angoulême, et je trouve ça rafraîchissant qu'on donne un prix, le merveilleux Grand Prix d'Angoulême, à un gars qui est un peu plus mainstream, qui est moins BD d'auteur, qui est quelqu'un qui est toujours été vraiment plus dans le comique, plus dans le grand public, même si on le connaît pas en tant que tel, ses œuvres, eux, sont connues. Je trouve que c'est rafraîchissant, enfin, de donner ça à quelqu'un qui est plus proche du public qu'à un auteur qu'on connaît un peu moins, qui est plus BD d'auteur. J'ai rien contre ça, je vous l'ai déjà dit, mais c'est le fun, des fois, c'est rafraîchissant de mettre ça mainstream. Et puis cette année, Angoulême a vraiment comme surpris tout le monde. Mais dans le fond, c'est pas Angoulême, puisque c'est les auteurs eux-mêmes qui votent pour les 3. Il y avait 3 personnes en liste. Alors, je suis très heureux que M. Richard Corben ait été choisi et j'espère qu'on va le voir sortir de son Kansas et puis qui va nous permettre, qui va nous faire une magnifique affiche pour Angoulême l'année prochaine. Et si la tradition se poursuit, il va y avoir une exposition à Angoulême sur les œuvres de Corben. Alors, j'ai très hâte de voir ça. Et si vous voulez savoir un peu plus, tapez Richard Corben, allez voir les dessins. Je suis sûr et certain que vous allez voir un paquet de trucs que vous connaissez. C'est un grand, grand écrivain, un grand dessinateur, fantastique, horreur, science-fiction. Les gens qui aiment Lovecraft, les gens qui aiment Howard, les gens qui aiment Conan, ils vont triper sur ce gars-là. Ben, ils doivent déjà le connaître, là. Alors, c'est un grand, 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 grand artiste. Je suis très content qu'il ait remporté le prix Angoulême. Là-dessus, je vais vous souhaiter une bonne après-midi, une bonne fin de semaine, bonne BD. À la semaine prochaine. Je ne sais pas du tout de quoi je vais parler. Alors, merci. Si vous avez des commentaires, des suggestions, vous pouvez me marquer ça dans les commentaires sur Facebook. Un j'aime, un partage si vous avez aimé. Un j'aime pas si vous n'avez pas aimé. Alors, merci. Et puis, bonne fin de semaine, bonne BD.